Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes prêts pour une nouvelle affaire criminelle. Je ne vais pas perdre de temps aujourd'hui sur l'introduction parce qu'il fait environ 35 degrés dans la pièce où je suis en train de filmer actuellement. Donc pour éviter que je ne me liquéfie sur place, on va pouvoir dès à présent s'installer bien confortablement car on va commencer. Notre affaire du jour se déroule en plein hiver de l'année 1990. La famille Teed, originaire de l'Utah, prend la route pour se rendre dans leur chalet isolé à la montagne, se trouvant à Weber Canyon, à quelques heures seulement de route de chez eux, et ce dans le but de profiter des vacances de Noël en famille. La famille était composée de Kate Teed, âgée de 49 ans, de son mari Rolf, qui avait lui 51 ans, de la mère de Kay, Beth Potts, qui était elle âgée de 72 ans, et des deux filles de Kay et de Rolf, Linnea, qui avait à ce moment-là 20 ans, et sa petite sœur Tricia, âgée de 16 ans. La famille Teed possédait donc ce fameux chalet à la montagne, où ils se rendaient dès qu'ils en avaient l'occasion. Et notamment durant les fêtes de Noël justement, où il était devenu une tradition de s'y retrouver pour toute la famille. Le chalet a été décoré préalablement par Kay et sa mère, qui ont pris le temps d'accrocher des décorations un petit peu partout et d'accrocher des bas de Noël au-dessus de la cheminée. Malgré le fait qu'il n'ait plus d'enfants en bas âge, car leurs deux enfants étaient maintenant des adolescentes, la famille Teed continuait à partager entre eux cette grande passion pour les fêtes de Noël et adorait se rassembler pour cette occasion. Ils comptaient donc bien faire tout ce qui était en leur possible pour faire en sorte que chacun d'entre eux passe le plus magique des Noëls. Le début des vacances de Noël se passe à merveille. La famille profite de la neige, s'amuse et passe du bon temps. Mais à l'approche du réveillon, ils réalisent qu'il leur manque encore quelques ingrédients pour la préparation de leur repas. C'est donc le 22 décembre que toute la famille décide de se rendre au centre commercial le plus proche et quitte donc leur chalet le temps de quelques heures. Les heures passent et une fois les courses terminées, la famille prend la décision de se séparer. Kay, accompagnée de sa fille Linnea et de la grand-mère de cette dernière, Beth, prennent la décision de rentrer toutes les trois au chalet et arrivent sur place aux alentours de 15h30. Les trois femmes arrivent alors les bras chargés de sacs de shopping et se dépêchent de traverser l'allée garage qui est remplie de neige pour rentrer se réchauffer du froid glacial. Mais à peine vont-elles avoir franchi la porte du chalet et refermé la porte derrière elles, qu'une figure va émaner de derrière le réfrigérateur. C'est alors qu'un homme assez grand et mince, ayant les cheveux frisés et portant à ce moment-là un sweatshirt gris, apparaît de derrière le réfrigérateur donc, et pointe une arme en direction des membres de la famille. Les trois femmes sont alors totalement pétrifiées, mais elles n'ont même pas le temps de réaliser ce qui est en train de se passer, qu'un deuxième homme apparaît de la pièce voisine, lui aussi tenant une arme à la main. Il est lui un petit peu plus petit, a les cheveux très courts et noirs, et porte des lunettes avec des montures plutôt épaisses. Kay, la mère de famille, est totalement paniquée. Elle se met alors à prier et à les supplier de bien vouloir les épargner. Mais l'homme assez grand aux cheveux frisés va lui répondre que prier Dieu est totalement inutile, car la seule chose en laquelle il croit se trouve être Satan. Et à peine a-t-il fini sa phrase qu'il lève son arme en direction de Kay, qui est à ce moment-là en sanglots, et lui tire dessus. Il dévie alors le viseur de son arme qu'il pointe cette fois-ci en direction de Beth, la mère de Kay, et à nouveau lui tire dessus. Les deux femmes sont immédiatement tuées sur le coup, et la seule personne qui est encore debout à ce moment-là se trouve être Linnea, la fille de Kay, qui je vous le rappelle à ce moment-là n'est âgée que de 20 ans, et qui vient de voir sa mère et sa grand-mère se faire assassiner extrêmement violemment sous ses yeux. Elle est à ce moment-là totalement en pleurs et tout son corps tremble entièrement. Elle se dit que tout est terminé pour elle, qu'elle est la prochaine et qu'elle va bientôt perdre la vie à son tour. Et surtout, la première chose qui lui vient en tête, c'est de se dire que la toute dernière image qu'elle va avoir se trouve être les corps de sa mère et de sa grand-mère gisant à ses pieds. Mais après quelques secondes seulement de panique, elle revient à elle et la seule chose à laquelle elle est capable de penser se trouve être son père Rolf ainsi que sa petite sœur Tricia qui sont eux aussi en chemin pour revenir au chalet et qui risquent de débarquer à tout moment. Elle vient juste de voir la moitié de sa famille se faire assassiner sous ses yeux et elle n'est clairement pas prête à voir d'autres personnes mourir devant elle.
Elle tente alors aussi bien que possible de convaincre les deux hommes de sortir du chalet ou de trouver un échappatoire pour les faire partir. Elle affirme même qu'elle est prête à les suivre sans broncher s'ils acceptent de partir immédiatement. Mais les deux hommes ne semblent pas être prêts à quitter les lieux aussi précipitamment. Et quelques secondes plus tard, malheureusement, Linné entend effectivement les pas de sa petite sœur et de son père approcher derrière la porte d'entrée du chalet. Pas de chance, les deux individus ont eux aussi bel et bien entendu que quelqu'un s'approchait de la porte. Et alors que Rolf et sa fille n'étaient qu'à quelques mètres du chalet, les deux hommes ont fait leur apparition dans le cadran de la porte d'entrée, leurs armes toujours à la main. Tricia et Rolf n'ont même pas le temps de réaliser ce qui est en train de se passer, que les deux assassins pointent leurs armes directement sur eux et leur demandent de bien vouloir entrer dans le chalet immédiatement, sans quoi les choses allaient très mal tourner. Rolf et Tricia n'ont d'autre choix que de s'exécuter et découvrent alors avec horreur les corps de Kay et de Beth sans vie sur le sol et Linné dans un coin du chalet totalement pétrifié de peur. Les assassins ne vont laisser que quelques secondes à Rolf pour contempler la scène de crime terrible qui se trouve sous ses yeux, avant de ne lever leur arme et de ne lui tirer dessus. C'est le plus grand aux cheveux frisés qui va tirer 2 fois en direction de Rolf, mais va le manquer à chaque fois. La 3e fois cependant, la balle lui arrive directement dans le visage et Rolf s'effondre sur le sol de par la violence du coup. Les deux sœurs ont l'impression de vivre un cauchemar absolu et espèrent de tout cœur se réveiller et réaliser qu'il ne s'agissait là que d'un mauvais rêve. Mais malheureusement, tout ceci était bien réel. Les deux assassins vont alors continuer en arrosant les corps de Kay, Beth et de Rolf de gasoil, de même que le sol du chalet, avant de n'y mettre le feu. Ils vont ensuite chacun braquer leurs armes sur l'une des deux sœurs et vont leur ordonner de sortir immédiatement du chalet et de monter à bord des motoneiges avec lesquels ils s'étaient rendus sur place. Ils installent les filles au volant des motoneiges et s'assoient derrière elles. Mais alors qu'ils démarrent les véhicules et se mettent en route, les habitants d'un chalet voisin, ayant entendu les coups de feu et ayant réalisé que de la fumée était en train de s'élever dans les airs, sont restés à leurs fenêtres dans l'espoir de voir ce qui était en train de se passer et de pouvoir donner la description la plus précise possible au service de secours de ce qu'ils avaient vu. Ils voient alors les adolescentes prendre la fuite avec les deux hommes derrière elles, et réalisent bien rapidement que ces derniers sont armés. Il ne leur en faut pas plus pour réaliser qu'il s'agit là d'un enlèvement et appellent immédiatement les autorités. Lina et Tricia conduisent alors en silence avec les deux hommes responsables de la mort de toute leur famille derrière elles, et malgré le fait qu'elles soient encore totalement secouées par ce qui est en train de se passer et ne réalisent absolument pas ce qui leur arrive, chacune de leur côté, elles ne peuvent s'empêcher de penser à un plan qui leur permettrait de prendre la fuite. Elles envisagent toutes les deux de dévier la motoneige lorsqu'elles passeraient proche d'un arbre pour causer un accident, ou encore de sauter du véhicule en mouvement et de prendre la fuite. Mais il leur est impossible de communiquer entre elles pour faire part de leur plan, et elles se disent qu'il serait bien trop risqué de tenter quoi que ce soit. Car si l'une d'entre elles est capable de prendre la fuite, la deuxième serait entièrement à la merci des assassins qui ne se gêneraient pas pour la tuer. Elles prennent donc sur elles, restent calmes et prient pour qu'un miracle ait lieu. Et effectivement, un miracle va bel et bien se présenter à elles. Alors qu'elles sont en train de traverser des zones forestières totalement désertes, Lina et Tricia repèrent au loin un individu. Et plus elles s'en approchent, plus elles réalisent que ce visage leur est familier. Il s'agit là de leur oncle Randy qui est lui aussi venu rejoindre le reste de la famille ce jour-là pour profiter des fêtes de fin d'année. Alors que les motoneiges s'approchent de lui, Randy reconnaît immédiatement ses nièces et se met à leur sourire et à leur faire de grands gestes. Il se dit qu'elles ont probablement réservé une excursion en motoneige et que les deux hommes derrière elles se trouvent être leurs instructeurs. Mais à la vue de leur oncle, les deux filles paniquent totalement. Elles baissent alors la tête et tentent de ne même pas croiser son regard. Après ce qui vient d'arriver à toute leur famille, elles ne veulent aucunement mêler Randy à cela et prendre la chance qu'il lui arrive quelque chose à lui aussi. Elles espèrent mine de rien que Randy va réaliser que la situation n'est pas normale du tout, car il est leur seul et unique espoir de pouvoir être libéré. Et heureusement pour elles, leur oncle va immédiatement réaliser que quelque chose n'était pas du tout normal, car ses nièces étaient deux jeunes filles très joviales avec qui il entretenait une très bonne relation. Il n'y avait donc aucune raison pour qu'elles l'ignorent de cette manière. Il va alors décider de suivre les motoneiges qui se dirigent à ce moment-là vers la route principale. Une fois arrivés à côté de l'une des voitures appartenant à la famille Tidd, les deux kidnappeurs conservent leurs armes braquées sur les adolescentes et leur ordonnent de bien vouloir s'installer à l'arrière du véhicule.
Randy se trouvait à ce moment-là seulement quelques mètres plus loin et n'a aucunement réalisé que les deux hommes étaient armés. Il tente alors de nouveau d'interagir avec ses nièces qui vont une fois de plus complètement l'ignorer et prétendent qu'il s'agit là d'un inconnu total, baisser la tête et s'installer dans le véhicule. Les kidnappeurs s'installent au volant, mettent le contact et prennent la route sous les yeux remplis d'inquiétude de l'oncle des deux adolescentes. Mais l'inquiétude de Randy va très rapidement faire place à de la stupeur totale, car quelques secondes plus tard seulement, il entend au loin le bruit d'une motoneige qui arrive à toute allure. Et il a à peine le temps de se retourner qu'il découvre un homme en sous-vêtements sur le véhicule. Et je vous rappelle qu'à ce moment-là, on est en plein froid hivernal. Son visage est tellement boursouflé qu'il n'en a presque plus rien d'humain, et il a du sang partout sur le corps. Et c'est seulement lorsque l'homme va s'approcher de Randy et va lui dire, et je cite, « Je me suis fait tirer dessus. Ma femme et ma belle-mère ont été tuées et mes filles ont été enlevées. » Que Randy va découvrir que l'homme sur la motoneige n'est autre que son propre frère, Rolf. Rolf a été capable, par Dieu sait quel miracle, de se relever, et ce après avoir reçu une balle en plein visage et après avoir été brûlé vivant. Il a alors retiré ses vêtements qui étaient déjà en grande partie consommés par les flammes et s'est jeté sur sa motoneige pour prendre en chasse les hommes ayant enlevé ses filles. Randy est alors totalement secoué par ce qui est en train de se passer, c'est trop d'informations d'un coup, mais il ne perd pas une seule seconde. Il récupère sa voiture, son frère s'installe sur le siège passager et ils prennent en filature la voiture de la famille, contenant à ce moment-là les deux filles. Et un second miracle va avoir lieu car Randy va ouvrir la boîte à gants de son véhicule et en sortir un téléphone portable avec lequel il va contacter les secours. Et il s'agit bel et bien là d'un miracle, car je vous rappelle que cette affaire se passe durant l'année 1990. Les téléphones portables étaient encore quelque chose de très nouveau, de très récent sur le marché, et il n'y avait vraiment pas beaucoup de personnes qui en possédaient. D'ailleurs, dans la famille Teed, uniquement Randy en possédait un. Ils vont alors rouler à toute vitesse pour essayer de rattraper le véhicule devant eux. Et par chance, il n'y avait qu'une seule et unique route permettant de sortir de la forêt. Ils n'avaient donc aucun doute sur le fait que la voiture contenant Tricia et Linné se trouvait à seulement quelques mètres devant eux. Et effectivement, après seulement quelques minutes de filature, la voiture de la famille Teed fait son apparition sur la route juste devant eux. À ce moment-là, Randy se trouve toujours en ligne avec les services d'urgence et est capable de donner une description exacte du véhicule, de l'endroit où il se trouve et de leur expliquer tout ce qui se passe en temps réel. Entre-temps, les secours ont envoyé une patrouille de police sur la route dans le sens inverse, dans l'espoir de pouvoir intercepter le véhicule avant qu'il ne sorte des montagnes. Et effectivement, après quelques minutes seulement, alors que Randy et Rolf se trouvent toujours à l'arrière de la Lincoln, ils aperçoivent au loin les sirènes de police approcher à une vitesse folle. Pris de panique, les kidnappeurs vont tenter d'éviter les voitures de police et vont alors donner un coup de volant brusque qui va les envoyer directement dans le fossé sur le bord de la route. Tricia et Lina sortent alors de la voiture de même que leurs agresseurs et crient alors au secours tout en courant en direction du véhicule de leur oncle. Les policiers vont à leur tour sortir de leur véhicule et braquer leurs armes sur les deux hommes qui finissent par se rendre n'ayant aucune autre option. Les deux hommes sont alors identifiés comme étant Von Lester Taylor, un homme de 25 ans, et Edward Stephen Daly, âgé lui de 21 ans. Et ces deux individus ne sont clairement pas inconnus des services de police. Edward Daly a déjà été emprisonné par le passé durant 5 ans pour incendie criminel et avait été libéré quelques mois seulement avant l'attaque de la famille Teed. Tandis que Von Lester, de son côté, était encore activement recherché pour vol. Le jour de l'attaque, quelques heures seulement avant qu'il ne se rende au chalet de la famille Teed, Taylor a apparemment contacté par téléphone l'un de ses amis et lui a affirmé avoir bien envie de tuer quelques personnes aujourd'hui. Sur la scène de crime d'ailleurs, à l'intérieur du chalet à moitié brûlé, va être retrouvé le caméscope de la famille Teed. Et à l'intérieur est découverte une bande vidéo enregistrée par les criminels quelques minutes seulement avant l'attaque. On peut y voir Tyler Van Lester en train de déballer les cadeaux de Noël de la famille Teed, ouvrant les cadeaux l'un après l'autre d'un air terriblement froid et méprisant. Les procès des deux hommes vont avoir lieu au mois de mai de l'année 1991 et vont tenir place à des dates différentes. Tricia et Lina se sont rendues aux deux procès et ont témoigné contre leurs agresseurs, devant à chaque fois retracer les événements horribles ayant eu lieu et les atrocités qu'elles ont vécues. D'autres personnes ont elles aussi témoigné durant le procès, tels que leur oncle Randy, mais aussi leur père Rolf. Rolf qui d'ailleurs, malgré la sévérité de ses blessures, a réussi à s'en sortir presque totalement indemne.
Et ce qui va marquer tous les esprits se trouve être les regards de Edward et Van Lester lorsqu'ils vont voir Rolf entrer à l'intérieur du tribunal. À aucun moment il ne s'imaginait que le père de famille avait survécu à son attaque. Après s'être pris une balle en pleine tête et avoir été laissé pour mort dans un chalet en feu, c'est un véritable miracle qu'il soit toujours vivant et les assassins ont bien du mal à en croire leurs yeux. Finalement, Van Lester a plaidé coupable aux accusations de meurtre et a pour cela été condamné à mort. Edward, de son côté, a été reconnu coupable de meurtre au second degré et reçoit pour cela une peine de prison à vie. Et 10 ans plus tard, durant l'année 2001, Edward Stephen Daly va écrire à Linney, l'une des filles ayant survécu à l'attaque, et ce depuis les murs de sa prison, pour lui demander de bien vouloir lui pardonner les actes terribles qu'il a commis cet hiver-là. Ce à quoi Linney va lui répondre qu'elle accepte ses excuses et qu'elle lui pardonne, mais qu'elle ne pourra malgré tout jamais oublier ce qui lui a fait vivre cet hiver-là, et que pour cela, elle espère qu'il ne reverra absolument jamais la lumière du jour. Van Lester a fait appel à plusieurs reprises pour que sa sentence soit revue et qu'il se contente de la vie en prison, affirmant qu'il était injuste que sa sentence soit différente de celle d'Edward, étant donné qu'ils ont commis les actes criminels ensemble. Et il va même aller jusqu'à prétendre avoir de très gros dommages au cerveau qui l'ont poussé à commettre ces actes, et affirmer donc n'être pas à 100% responsable de ce qu'il s'est passé. Et après des années à recevoir des réponses négatives à ces nombreuses plaintes, finalement, durant l'année 2020, une décision extrêmement choquante va être prise. Le juge prend la décision d'annuler la condamnation à mort de Van Lester, affirmant qu'il n'avait pas reçu une défense adéquate lors de son procès. Mais la cour d'appel va réaliser que cette décision n'est clairement pas la bonne à prendre et va décider de l'annuler durant l'année 2021, plaçant ainsi de nouveau Van Lester dans le couloir de la mort. Malgré les atrocités leur étant arrivées, la famille Tidd, et notamment Tricia et Linney, ont refusé de laisser l'horreur des événements de ce mois de décembre 1990 gâcher le reste de leur vie. Rolf, avec l'aide de son frère, a même reconstruit entièrement le chalet de la famille, dans le but d'y créer de nouveaux souvenirs et de ne pas laisser cet endroit qui leur tenait tant à cœur des années auparavant devenir l'image de l'horreur absolue. Rolf va malheureusement perdre la vie des suites d'un cancer durant l'année 2008, mais reste malgré tout aux yeux de tous un véritable héros, sans qui ses filles ne seraient peut-être même pas en vie aujourd'hui. Tricia, de son côté, est devenue mère de 2 petites filles et sa sœur Linney s'est mariée à 2 reprises et vit aujourd'hui une vie extrêmement heureuse, entourée de ses nombreux enfants. Et voilà qui conclut notre affaire du jour. Et cette affaire, on peut le dire, est un véritable ascenseur émotionnel. Le courage de Rolf est absolument incroyable et ce par quoi ses filles sont passées est absolument inimaginable. Je peux même pas imaginer vivre normalement après avoir vécu des événements comme ceux-là. En tout cas, je suis contente que ça se termine à moitié bien tout de même, et j'ai hâte d'avoir vos retours sur cette affaire en commentaire. Si ça n'a pas encore été fait, n'oubliez pas de laisser un petit j'aime sous cette vidéo, de vous abonner et d'activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!